Et aussi de nouvelles rencontres, de choix. En fait, la notion de choix, d'option, de chemin qui s'ouvre à soi et des chemins qu'on n'aurait jamais osé prendre si on n'avait pas vécu la maladie. Et moi, c'est ça aussi que je voulais amener dans cette idée de guide de voyage, c'est de dessiner aussi son propre chemin pendant ce parcours et après. Et en tant qu'ex-routarde, je me rends compte aujourd'hui que finalement, le voyage, on n'en revient jamais vraiment. Ça m'a pas empêché, entre effectivement 2 chimios, de faire un baptême de plongée en piscine. Raconte, ça se passe comment ? Et c'était la peur que la vie s'arrête pendant la maladie. Et grâce à la plongée, par exemple, j'ai vu que entre 2 étapes, il y avait des choses possibles. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. La veille de ses 35 ans, Abélia découvre une petite boule au sein et puis tout s'enchaîne à une vitesse VV'. Triple négatif, BRCA2. Une semaine s'écoule entre le diagnostic et la première chimio. Pas le temps de se poser 1 milliard de questions. J'ai dit, pas le temps. Eh bien, ce thème du temps est très présent dans toute l'histoire d'Abélia et ça m'a fascinée. Ces moments d'attente dans les salles d'attente et pendant les chimios, pendant lesquels son projet de livre a germé. La distorsion du temps, dont elle parle souvent, cette sensation de jet lag, d'être un peu déphasé pendant les chimios, on ne sait plus trop quel jour on est. On est là et pas là, un peu en dehors du temps et de la réalité, et à la fois, le temps ne s'est pas arrêté pendant son cancer. Elle insiste là-dessus et je reprends ses mots. Tu peux vivre plein de choses pendant la maladie. Tu peux continuer à avoir une vraie vie. On ne s'est pas attardé sur les traitements, ce n'était pas le but du podcast, mais nous avons parlé de son livre que je vous conseille tous. Lololand, un guide du cancer du sein pour routardes hors du commun. Une pure merveille qui devrait traîner partout. L'idée ? Le cancer est un voyage initiatique. Elle ne trouvait pas toutes les infos de manière condensée et du coup, elle a décidé de créer ce guide du routard en rassemblant toutes les infos utiles pour se préparer à ce long voyage. Ce guide est une mine d'or et un magnifique outil de communication et perso, je trouve qu'il est également un voyage à lui tout seul. Je l'ai adoré et les illustrations sont juste magiques. Ce projet l'a porté pendant son cancer. C'est vrai, ça porte un projet quand on est malade. Chacun vit son voyage de manière unique. D'ailleurs, j'aime bien comme elle a pris l'exemple du voyage à Rome. Si vous allez à Rome, et si votre voisine va à Rome, vous allez certainement avoir une expérience totalement différente de votre voyage. Eh bien voilà, c'est pareil pour le cancer. Elle nous dit être encore en voyage en parlant de l'après-cancer. La peur de la récidive, des journées de contrôle, des fausses alertes quand un truc ne tourne pas rond. Ce podcast est tellement positif. C'est vraiment le genre d'interview qu'il est bon d'écouter quand on a un coup de mou. C'est comme une bouffée d'air frais. Abélia a voulu faire quelque chose de sa maladie. Elle a découvert une nouvelle passion, la plongée sous-marine en pleine chimio. Faut dire qu'elle est tombée sur un oncologue hors du commun qui dirige un club de plongée qui s'appelle Aquadémie Paris Plongée. La plongée a été son soin de support. Merci à cet oncologue pour son approche intégrative. La plongée lui a permis de se dépasser, de se connecter à ce nouveau corps, d'accepter ce nouveau corps. Voilà qu'elle nous parle encore du temps. Quand on est dans l'eau, quand on est sous l'eau, on est hors du temps. On entend sa respiration. On est dans une autre dimension, un monde à part. Elle a fait plein de nouvelles rencontres. Je vous laisse découvrir son histoire. Laissez-vous porter par ses mots et je conclurai en la citant. Un chemin peut s'ouvrir à soi qu'on n'aurait peut-être jamais pris si on n'avait pas vécu la maladie. Et j'aimerais juste lire un petit extrait de la première page du livre. Tu as toujours eu le goût du voyage, cette envie de parcourir le globe ? Fais le grand saut, un voyage intérieur t'attend. La route sera sinueuse, semée d'embûches, mais également de belles surprises, des découvertes sur toi-même
et sur ton entourage, de nouvelles envies, des rencontres atypiques, des déceptions aussi, et bien sûr, des projets. Si basculer dans l'inconnu peut faire peur, les émotions que tu vas vivre et les souvenirs que tu vas collectionner feront malgré tout de ce périple une expérience inoubliable. Ce guide illustré t'accompagnera tout au long de ton aventure. Utilise-le comme bon te semble, selon tes besoins et tes désirs d'évasion. À toi de dessiner ton propre voyage. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour Abélia. Bonjour. Mais merci mille fois d'avoir accepté de venir témoigner sur le podcast. Alors, je vais quand même te dire que je pense que c'était un signe que je t'interviewe parce que quelqu'un m'a parlé de toi un soir, ici à Paris justement. Le lendemain, j'atterris à la pharmacie Eiffel. Je vois ton expo. Et puis, je crois que c'était 2 semaines plus tard, je te vois au théâtre et je me suis dit, non, ça c'est pas possible. Et donc, j'ai découvert ton livre qui est une pure merveille et on va en parler. Mais on va peut-être commencer par ton parcours médical, comme ça on met un petit peu le contexte. Qu'est-ce que tu as eu comme type de cancer? Comment tu l'as découvert? On va pas s'étendre énormément là-dessus, mais j'aimerais vraiment qu'on parle du livre, de tout le cheminement, toute la jeunesse du projet. Et puis, on va parler de plongée sous-marine. Donc voilà, je te laisse commencer où tu veux et terminer où tu veux. Ça marche. Eh ben, je suis Abélia et à l'âge de 35 ans, la veille de mes 35 ans, j'ai senti une petite boule dans mon sein gauche. J'ai commencé à faire quelques rendez-vous médicaux, mais sans grande inquiétude. Et puis ensuite, c'est allé très vite entre le moment où j'ai fait une échographie et où derrière, j'ai enchaîné d'autres examens médicaux. Et suite au dernier examen, donc à la biopsie, 1 semaine après, j'étais en chimio. Donc c'est allé très vite. Ils t'ont dit que c'était suspect dès le début ou pas spécialement? Au départ, ma gynécologue, quand j'ai eu l'échographie, elle n'était pas spécialement inquiète. Mais par contre, elle a voulu vraiment pousser au maximum tous les examens. Donc je la remercie pour ça, c'est-à-dire que même si elle n'était pas inquiète, elle voulait être sûre à 100%. Donc j'ai vraiment passé tous les examens nécessaires et en peu de temps à Paris. Tout de suite, ma gynéco m'a appelé le jour même et là j'ai senti que quelque chose n'allait pas et derrière j'ai tout de suite été orientée à l'hôpital et entre le rendez-vous d'annonce et la première chimio, il s'est passé 1 semaine. Pas du tout. Donc, le temps de retourner. Oui, c'est ça. Raz-de-marée. Oui, pas une opération avant. Donc oui, c'était d'abord la chimio. Eh bien, ça fait plaisir à entendre parce que tu sais, il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont des retards, des diagnostics où on leur dit mais vous êtes trop jeune. Et donc voilà. Là, ils se sont même pas posé la question. C'était chimio tout de suite parce que cancer agressif. Oui. Tu peux nous dire encore quelques petites choses par rapport à ça, tes traitements, même si on va pas s'étendre spécialement là-dessus, mais. Mais je pense que c'est important justement après pour le livre. Donc quand j'ai été diagnostiquée de ce cancer du sein, donc triple négatif et BRCA2. Donc j'ai eu droit à toutes les étapes. Donc j'ai démarré par chimio et ensuite opération tumorectomie, rayon et 6 mois de traitement complémentaire. Oui, c'est ça, c'est bien long. Donc 1 an, jour pour jour. Donc mai 2019, mai 2020. Alors bon, c'est vrai qu'on s'est dit qu'on n'allait pas s'étendre sur tous les traitements. On a le contexte, c'est quand même 2 nouvelles un peu boum, triple négatif plus BRCA2. Alors, je t'interromps justement. Dis-moi, interromps quand tu veux. Ouais. Ces 2 nouvelles, j'en ai pas pris. Alors déjà triple négatif, je savais pas du tout ce que ça voulait dire et je l'ai pas entendu et on me l'a pas présenté comme ça. C'est ensuite quand j'ai commencé à écrire le livre, j'ai eu le terme vraiment qui est réapparu. Mais toi, quand tu voulais rien toi, tu voulais pas trop savoir en fait. C'est ça que tu m'avais expliqué. En fait, je me suis laissée porter parce que j'étais en totale confiance avec l'équipe médicale. Donc, par exemple, pour les chimios, j'ai jamais cherché à vraiment comprendre tous les produits. Moi, c'était de comprendre qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les grandes étapes. Dans mon quotidien, qu'est-ce que ça pourra impacter. Mais j'ai jamais lu un compte-rendu médical. J'ai gardé, encore aujourd'hui dans ma bibliothèque, j'ai un gros tiroir donc qui est bien rempli avec un tas de papiers. Mais j'ai jamais lu un seul compte-rendu ou un seul examen médical. Je posais les questions que j'avais à poser. Surtout sur les impacts dans la vie. Surtout sur les impacts dans la vie, les effets secondaires possibles. Pour pas être surprise non plus, j'étais pas dans un total déni, mais pas à avoir des explications médicales poussées. Et pourtant,
quand même, quand tu as dû écrire le livre, tu as dû quand même te pencher. Mais donc, c'est après coup, en fait. C'est après coup, voilà. Ouais. Donc, quand tu dis ces 2 informations, elles n'ont pas percuté à ce moment-là. Et elles ont percuté après. Ok. Et justement, dans cette étape après-cancer qui est pas forcément facile à gérer, moi, en plus, j'ai dû digérer à ce moment-là ces informations. Ouais, on entend gérer et digérer. Hein. Donc, exactement. Vraiment, Et donc, en fait, le projet, il est né quand ? Il est né... Parce que tu parles de oui. En fait, c'est réellement presque 1 an depuis l'annonce jusqu'à la fin des traitements, quoi. Vraiment, parce que ça peut être très long au début, hein, tous ces examens et tout ça. Mais toi, bam, en un coup... Moi, ça a été très rapide. Ouais. Donc, ça a été aussi une chance, évidemment, pour prendre à temps la maladie. Ouais. Et aussi, je trouve, d'un point de vue psychologique, j'ai pas vécu des grands moments d'attente de diagnostic. Ouais, et des grands moments de peur et de doute, en fait. Et j'ai été prise tout de suite dans le tourbillon. Ouais. Tout de suite happée par les traitements. Donc, en fait, j'ai vraiment pas eu le temps de réaliser. Ça a été le coup de massue. Ce qui peut être dur aussi, hein. Mais... Oui. Tout de suite dans l'action. Tout de suite dans l'action. Ce qui te va bien. Ce qui me va bien. Oui. Et ce qui est rassurant aussi parce que je me suis dit, on s'attaque tout de suite à la maladie. Par rapport au livre, j'ai eu l'idée de guide de voyage assez rapidement et pendant le parcours. Pourquoi ? Parce que justement, même si je faisais confiance en l'équipe médicale, dès que je cherchais un petit conseil, une petite astuce, des informations complémentaires, j'étais un peu perdue. Comment chercher, à quel endroit ? Alors évidemment, pas taper sur Google, dans Doctissimo, tous les termes clés parce que voilà, c'est pas forcément la très bonne idée. Sur Instagram, quelques comptes, j'allais piocher à droite, à gauche les informations, mais je me suis dit, tiens, il n'y a pas un livre, un guide qui rassemble. Et moi, je l'ai vraiment vu tout de suite comme une forme de voyage initiatique, mon parcours et mon expérience. Mais ça, dès le départ, en fait, dès les premières chimios, tu t'es dit... Dès les premières chimios, ça a maturé. Et puis, je trouve que... dans ces moments-là, chimio, attendre la chimio, les salles d'attente, etc. Comme j'avais beaucoup de temps aussi d'attente, ça m'a permis de vraiment réfléchir et de créer, de faire germer cette idée. Et pourquoi est-ce que l'idée du voyage est arrivée tout de suite ? Parce que je me suis sentie assez vite coupée du monde réel, tout en gardant ce quotidien, tout en gardant mon travail que j'aime beaucoup, qui est très créatif. Je tiens à soulever ça parce que je pense que tu es la première personne que j'ai rencontrée qui a continué à travailler pendant les grosses chimios. Donc, donc pour toi, c'était important de continuer à travailler. C'est étonnant, oui, tu dis ça coupé du monde, mais en fait, encore dans la réalité, quoi. Le jet lag. La même sensation que tu reviens d'un voyage, tu as 6 heures de décalage, tu es là, mais sans être là. Tu as ta présence, même des moments où je me sentais totalement déconnectée, tu es avec tes amis et d'un coup tu es happé par une appréhension, par le souvenir de ta matinée à l'hôpital et donc il y a une forme de distance même si tu es là, même si j'ai eu la chance de pouvoir continuer à travailler, mais je tiens à préciser aussi, j'aime beaucoup mon travail. Oui, c'est vraiment une passion. Et ça m'a aidée. C'est-à-dire que je l'ai pas vu comme une contrainte et aussi, je me suis pas dit ça dès le départ. C'est-à-dire que je me rendais pas compte de ce que c'était une chimio. Oui. Donc je me disais pas, waouh, c'est aberrant de continuer à travailler. C'est quand j'ai eu les découvert au fur et à mesure, en fait. Un peu. Ouais. Je me suis laissée un petit peu porter. Quand tu pars en voyage, est-ce que toi, tu es plutôt le voyage hyper organisé où tu veux savoir tout dès le départ ou est-ce que tu es plutôt sac à dos ? Et pour la maladie, je l'ai vu aussi de la même manière. Mais d'ailleurs, dans ton livre, tu décris les différents types de voyageuses. Et tout de suite, cette idée de voyage, alors tu as beaucoup voyagé dans ta vie ou pas ? Parce que... Non. J'ai pas beaucoup voyagé, mais en fait, j'ai eu aussi cette idée par rapport à l'écriture, parce que j'ai jamais écrit. J'avais vraiment envie de créer ce guide parce que je me suis dit, il y a un besoin, mais je me vois pas comme écrivaine. Et je me suis dit, le guide de voyage, c'est une super astuce pour réussir aussi à dire tout ce que j'ai à dire, mais avec les métaphores et le vocabulaire qui est propre au guide du voyage. C'est-à-dire que ça permet d'injecter un petit peu de distance, mais tout en réussissant à parler de toutes les étapes, de tous les itinéraires possibles propres au cancer du sein. Bon, je rajoute quand même avec un humour
décapant. Hein. Et avec la petite touche de dérision aussi, effectivement. Mais à toutes les pages, mais juste bien senti, parce que tellement bienveillante et tellement... C'est un vrai voyage, en fait, ce livre. Hein. Qu'est-ce que tu voulais nous dire encore par rapport à ce voyage et ce jet lag Moi, je voudrais aussi ajouter le fait que, l'ayant eu très jeune, clairement, en tant que voyage initiatique pour une voyageuse jeune, ça a été extrêmement marquant pour toutes les étapes dont on parle régulièrement et que chacune vit à sa manière. Et c'est vraiment aussi ça que je tiens à préciser par rapport au voyage. C'est que pour le même diagnostic, le même cancer du sein, il n'y aura jamais des résultats qui seront similaires. Et je pense que cet aspect très lié sur le psychologique et sur aussi en tant qu'acteur, que combattante de la maladie, on a aussi notre rôle. Alors là, quand je dis rôle, c'est pas de se mettre une pression à se dire il faut que j'aille bien parce que sinon ça va pas marcher, mais c'est plutôt de se dire dans ce que je vais vivre au quotidien, dans comment je suis entourée, dans le lieu dans lequel je vis, dans comment je me sens, tous ces éléments-là vont être déterminants. Mais c'est aussi rassurant d'une certaine manière parce que pour un même diagnostic, il n'y aura pas forcément les mêmes résultats. Donc pour le diagnostic le plus sévère, il y aura toujours aussi de l'espoir. Bien sûr, oui. Et moi, c'est ça aussi que je voulais amener dans cette idée de guide de voyage, c'est de dessiner aussi son propre chemin pendant ce parcours et après. Et en tant qu'ex-routarde, je me rends compte aujourd'hui que finalement, le voyage, on n'en revient jamais vraiment. Et ça, c'est aussi un point dont on entend de plus en plus parler, c'est l'après-cancer. Et je suis encore en voyage aujourd'hui parce que... Mais ça fait combien de temps que fait combien de temps que c'est terminé maintenant ? 2 ans. Ouais, donc tu te sens encore dans l'après-voyage, encore en voyage. Ouais. Oui, dans aussi même l'angoisse de la récidive qui se faisait pas sentir au début. J'y pensais pas. Et aujourd'hui, je trouve que cette angoisse-là, elle peut être de plus en plus présente. Ouais. Et en plus, les examens médicaux qui reviennent tous les 6 mois, dès qu'il y a un petit stress, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, évidemment, c'est tout de suite la montée d'angoisse. Même si l'angoisse, elle n'est pas là présente au quotidien, il y a toujours des petites alertes, se sentir sur le qui-vive. Et ces moments-là, ils sont pas toujours évidents à gérer, d'autant plus qu'on est moins entouré. Que ce soit le personnel médical, parce que je suis guérie, mais en même temps, il y a toujours l'épée de Damoclès, et l'entourage, qui pour lui, voilà, ça y est, c'est d'une certaine manière digéré, c'est fini, donc c'est pas forcément évident ce moment-là retour. Tu penserais même écrire presque un deuxième guide sur l'après-cancer ? J'y pense, ouais. Je trouve que l'idée, la suite, ça pourrait être intéressant de ce voyage-là, qui est un voyage, c'est le voyage d'une vie, je pense. Ouais. Exactement. De quoi j'ai envie, d'un coup de me dire beaucoup de coups de tête, beaucoup aussi de montées, de descentes en termes d'émotions, où ça peut être encore les montagnes russes comme pendant le parcours, mais où là, il y a une pleine conscience de ce qui s'est passé. Ouais, mais j'aimais bien, tu avais utilisé, et je trouve que c'est très imagé finalement, 2 personnes qui vont à Rome. Hein ? Tout à fait. Voilà, donc deux cancers du sein, même diagnostic annoncé en même temps. L'expérience peut être totalement différente. Et tu avais pris l'exemple de 2 personnes qui vont à Rome, qui peuvent avoir une expérience totalement différente de la ville, quoi. Donc c'est vraiment, c'est vraiment ça. Et je trouve que quand on se balade dans ce guide, moi, il y avait des choses qui me parlaient, d'autres qui me parlaient moins. Donc on a toute une expérience différente, à mon avis, de ce guide. Hein. Écoute, vraiment, vraiment, merci pour ce... Franchement, je vous le conseille parce que c'est presque un livre de chevet, en fait. On ne doit pas le lire d'une traite. On peut lire la fin, puis le début, puis l'ouvrir au milieu. Et c'est ça qui est sympa. Oui, tout à fait. Oui. L'annoter, le gribouiller, vraiment comme le guide de voyage. Donc même dans le format et dans l'esthétique... Ouais. Je voulais vraiment qu'on ait un livre qui soit assez petit. Oui. À la fin, où il y ait les pages de notes et les coloriages pour s'occuper en salle d'attente, parce que Dieu sait que ça peut être long. Et qui puisse être abîmé, qui puisse être corné, et en même temps qui soit aussi un bel objet, qui puisse être offert. Très bel objet, oui. Il combine tout.
Et qui soit aussi dédié, pas que aux routardes, mais à l'entourage. Je pense que ça peut être aussi le livre de chevet des personnes qui gravitent autour de la routarde. De comprendre. Et je trouve il serait très bien dans les hôpitaux. Alors justement, j'ai eu ce retour aussi de médecins, même généralistes, qui l'ont acheté pour leur salle d'attente. Ah oui, non, c'est que ça devienne un peu un outil de communication sur la maladie. Mais c'est vraiment... il n'y a aucun livre qui rassemblait... sur le marché, il n'y a aucun livre qui rassemblait toutes ces infos. Donc, c'est vraiment une grande première. Alors, donc, tu as commencé à imaginer tout le projet et tu as commencé à écrire pendant les traitements ou à la fin? Pendant les traitements, oui. Après avoir quand même passé tout le gros itinéraire chimio. Puis, juste après l'opération, surtout ce qui a été déterminant, c'est de parler du projet avec Marie, l'illustratrice. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que une fois que j'avais vraiment maturé l'idée, j'avais écrit la structure. J'avais commencé un peu à écrire quelques pages pour en parler à Marie et présenter le projet. Parce que pour moi, le guide, il pouvait pas exister sans Marie, sans l'illustratrice. Parce que j'avais vraiment envie d'avoir en plus du texte, du picto, des illustrations. Donc là encore, jouer avec le guide de voyage. Et Marie Asséna, l'illustratrice, je trouvais qu'elle avait vraiment une patte qui est aussi dans l'humour, mais avec du raffinement, avec de la délicatesse. Et je lui ai parlé du projet donc en décembre 2019 et elle venait d'apprendre qu'une personne de son entourage venait d'être diagnostiquée d'un cancer du sein. Donc moi je l'ai vraiment vue dans un café, je lui en ai parlé comme ça un petit peu du projet. Tu la connaissais comment? Tu la connaissais, oui. Enfin, que je connaissais de loin. C'est la fille de ma première boss, donc d'un premier travail qui date maintenant d'il y a plus de 15 ans. Et je connaissais son travail, je la connaissais un petit peu, je l'avais croisée, mais c'est pas une amie. Mais j'y suis vraiment allée un peu au culot en lui disant, voilà, j'ai cette idée un peu farfelue. J'avais pas démarché du tout d'éditeur, j'avais j'en ai parlé comme je t'en parle aujourd'hui. On s'est vu dans un café et je m'étais dit, bon, je vais aller en parler comme ça, elle va avoir besoin de réfléchir un petit peu, et puis ça marchera pas. Mais j'avais vraiment envie que ça soit elle, et en fait, elle a eu tout de suite envie de me suivre dans le projet. Et elle avait déjà dessiné des dessins médicaux? Pas du tout. Ah non, c'est tout nouveau. Pas du tout. Et donc, on a travaillé ensemble. Enfin, des dessins médicaux, en fait, c'est des dessins de voyage, en fait. Elle avait jamais dessiné de seins, de nichons, Lolo, trop mignon, tout. Voilà. Oui, c'est vraiment génial, oui. Et donc, le travail d'écriture s'est vraiment fait en même temps que ce travail d'illustration. C'est-à-dire que ça a été vraiment le travail de faire la structure du livre. En parallèle, qu'elle puisse, elle, faire quelques illustrations. Et donc, on a travaillé ensemble sur une petite pré-maquette d'une 10aine de pages pour pouvoir démarcher des maisons d'édition. Et ça a été tout de suite? Et ça s'est fait assez rapidement. Je pense que notre force, ça a été comme on maîtrise toutes les deux un peu les logiciels de mise en page, que tout de suite j'ai travaillé quelques pages d'écriture, qu'elle a fait des illustrations qui sont dans le livre. Donc dès le départ, notamment l'illustration avec les coiffures. Ah oui, j'adore. Une des premières illustrations avec l'idée du voyage et quelques pictos. Donc, où on avait un dossier un peu, entre guillemets, clé en main. Visuellement, c'était déjà assez... il pouvait se représenter exactement à quoi ressemblerait le livre. Voilà. Après, évidemment, l'éditrice nous a beaucoup accompagnés. Un graphiste a fait toute la charte graphique. Mais c'était une petite pré-maquette. Oui, tout à fait. Oh là là, génial. Alors... Maintenant, on va passer à ce fameux sujet. Alors, je dis quand même aux éditeurs que, en fait, je découvre ça en même temps que toi. Donc, moi, j'avais entendu parler de ce club de plongée. Oui. Et puis, j'ai entendu parler de toi dans le cadre de ce club de plongée. Et donc, je ne t'ai pas posé de questions au préalable. Et donc, je découvre en même temps que toi. Donc, tu as commencé la plongée en pleine maladie. Oui. Alors là, je dis grand merci au chef de service de Tenon, donc Jean-Pierre Lotz, qui a une passion, c'est la plongée. Donc, ça a été l'oncologue qui m'a suivie pendant mon parcours. Et pour le coup, c'est vraiment lui qui a vraiment insisté, qui m'a vraiment convaincue sur la plongée.
T'avais jamais fait de plongée? J'avais jamais fait de plongée. Après, l'eau, c'est mon élément. Ouais. J'ai toujours adoré aller à la mer, j'adore nager, donc je me sens bien dans l'eau. Oui, mais les fonds marins, c'est encore différent. Hein, donc... Les fonds marins, et puis c'est surtout que le baptême de plongée, ça se fait dans un trou, dans une piscine à Villeneuve-la-Garenne. Donc, il n'y a pas les petits poissons, les algues, les coraux. C'est vraiment une piscine avec 3 tubes de profondeur différentes. Après, quand on fait le baptême, on va pas tout de suite en grande profondeur. Mais donc, c'est très étroit? Non, c'est pas très étroit, mais ça peut être assez impressionnant. Et justement, par rapport au voyage initiatique à la maladie, il peut avoir des grandes découvertes, des rencontres, des nouvelles passions qui peuvent prendre naissance à ce moment-là. Et donc, grâce à ce chef de service, j'ai pu faire un baptême de plongée. Donc lui t'a dit, viens, j'ai créé ce club de plongée, viens essayer. Mais tu te souviens si c'était au début, les fameuses chimios qui donnent la nausée ou Alors, j'ai jamais eu de nausée. Mais dis donc, gingembre, hein. J'ai vu que tu mettais que c'était ton meilleur ami le gingembre. Ouais, après ce que j'ai remarqué, c'est que là où j'ai eu pas mal d'effets secondaires, c'est là où j'avais déjà un terrain propice, entre guillemets, fragile. Ok. Par exemple, j'ai jamais de nausée, même après un lendemain un peu arrosé, j'ai jamais... T'as pas facilement la nausée, quoi. J'ai pas facilement la nausée et j'ai l'estomac super costaud. Ouais. Bon, j'ai vu que ça s'avérait vrai pendant ce moment-là aussi. Et par contre, j'ai la peau hyper fragile et moi, j'ai eu énormément de douleurs liées au syndrome main-pied, par exemple, vraiment de manière hyper avancée. Ouais. Ça a été vraiment hyper handicapant. Ouais. Et je me rendais pas compte que d'avoir les pieds brûlés, c'est vraiment l'enfer, surtout que c'était l'été. Les chimios, c'était pendant l'été, donc c'était assez handicapant. Ça m'a pas empêché, effectivement 2 chimios, de faire un baptême de plongée en piscine. Raconte, ça se passe comment? Mais donc, il y a beaucoup de gens qui ont le cancer, en fait, dans ce club de plongée. Hein. Oui. Exactement. La démarche, c'est vraiment comme des soins de support, comme n'importe quelle activité, de se sortir un petit peu du parcours de soins, de pouvoir reprendre aussi confiance en soi, faire confiance en son corps. Oui, c'est ça, sentir le corps et l'eau. Sentir et le tout corps, ça, être dans un bien-être, ou s'oublier aussi par rapport à tout ce qu'on peut vivre au quotidien, aux soins liés à la maladie, se dépasser aussi, parce que faire le baptême sans cheveux, accepter aussi la cicatrice, accepter son nouveau corps et recréer du lien avec ce corps. Mais on se sent toujours bien dans l'eau, en fait, finalement. On se sent toujours bien, mais... À ce contact de l'eau qui est doux, une sensation de légèreté, de flottement, ouais, de bien-être et le travail très important de la respiration. Donc comme une forme de sophrologie, ouais, se rendre compte que grâce aux poumons, d'inspirer et d'expirer, ça permet aussi bien de monter que de descendre dans l'eau. Donc c'est pas forcément un concept qui me paraissait évident. Alors ça, je l'ai vu après progressivement, au fur et à mesure. C'est pas lors du premier baptême que je me suis rendu compte de ça, mais c'est assez tripant en fait, la plongée. C'est être hors du temps, c'est entendre sa respiration aussi. C'est assez troublant le silence et en même temps. Pendant les premières plongées en milieu naturel, c'est les bruits qu'il peut avoir en mer. Les bruits et le silence. Hein. Et le silence, oui, c'est ça, c'est-à-dire le premier bruit, c'est... ton corps, ta respiration. Exactement. Et en même temps, le bruit... qui est un bruit où on ne sait pas forcément d'où ça vient, oui, qui est pas en même temps oppressant, mais où c'est vraiment être dans une autre dimension. C'est un monde à part, le monde sous-marin. Tu dis, voilà, en fait, tu utilises beaucoup de cette notion d'être en dehors du temps, quoi. Je trouve. Oui, le cancer, on est un peu en dehors du temps, oui, ce voyage, oui, les salles d'attente, c'est les salles d'attente dans les aéroports, enfin, oui, il y a beaucoup de distorsion du temps. Je trouve, parce que il y a des instants qui sont très longs, alors que pour n'importe qui, 1 heure dans une salle d'attente, c'est pas 1 heure, entre guillemets, normale dans son quotidien. Et en même temps, des passages à vide, après une chimio, l'esprit qui est un peu embrouillé, de plus savoir forcément même quel jour on est, est-ce qu'il est tôt, est-ce qu'il est tard, se sentir un petit peu coupé, et d'un coup de se dire, 3 jours sont passés, et j'avais vraiment l'esprit un peu confus. Alors, tu y allais à quelle fréquence à la plongée ?
Alors, au début, j'ai fait juste un baptême. Mais attends, on commence d'abord par y aller une première fois. Il n'y a pas un baptême tout de suite, quoi. Si, le baptême de plongée, c'est vraiment en piscine, être accompagné et vraiment faire ses premières bulles. Ok, dans baptême, je pensais que c'était comme un test à passer. Non, baptême, c'est simplement tu vas avec quelqu'un et on t'apprend. Tu te fais guider, tu te fais griller le matériel, donc tu as vraiment les premières sensations. Ok. Et ensuite, j'ai été opérée, là, je ne pouvais pas aller en piscine. Bah non, avec et rayons non plus. Donc après, et en plus, il y a eu Covid, etc. Donc bon, il s'est passé un petit peu de temps. Et ensuite, j'ai pu replonger quelques fois en fosse et j'ai fait mes premières bulles en milieu naturel, donc où j'ai passé mes premières plongées, voilà, mes premières profondeurs en Corse. Et c'était en septembre 2020. Attends, donc ça veut dire combien de temps après 1 an et 3 mois? 6 mois après les derniers rayons. Ah oui, c'est ça. T'avais quand même été plusieurs fois pendant ta chimio. Dans l'eau. 2 fois dans l'eau chimio et ensuite sortie du parcours. Parce que comme il y avait le Covid et les piscines étaient fermées. Mais tu l'aurais probablement fait pendant tout le parcours de soins. Si j'avais pu, oui. Après, évidemment, je l'ai pas fait pendant les rayons, par exemple. Ça, c'était pas du tout possible. Je te pose quand même une question par rapport à tout ce qui est infection et tout ça. En fait, c'est un oncologue qui te l'a prescrit, donc il sait de quoi il parle. Mais en fait, même pendant les chimios, ça lui pose aucun problème. Non. Même vis-à-vis Pâques, etc. Après, je sais que il voit aussi les bénéfices que les soins de support peuvent apporter. Et c'est quelqu'un qui est très sensible à toute pratique sportive, à l'alimentation, à tout ce qui va accompagner les traitements. Il a raison. Il a raison. Donc, il a aussi une démarche, une sensibilité, je dirais, propre. Et comme il est passionné de plongée, il met toute son énergie dans la plongée, c'est le président de l'association, donc Aquadémie Paris Plongée. Ouais, écoute, il a une approche très intégrative de la médecine, en tout cas. Et dis-moi, donc, quand était ta première sortie où tu as vu des poissons? Vraiment des vrais poissons? Parce que finalement, avant ça, tu n'en avais pas vu. Non. Et j'avais même jamais vraiment fait de masque tuba dans des destinations paradisiaques. J'aime toujours nager, mais j'avais jamais vraiment expérimenté les fonds sous-marins. Et ça a été très impressionnant de être quasiment en pleine mer, d'un bateau, descendre le long d'un bout, et en même temps et tu maîtrisais toute la respiration et tout ça. T'avais eu non, ça s'apprend au fur et à mesure. Donc t'as tout le temps quelqu'un qui est avec toi quand même. Tout le temps. Descend. Oui, ok. Tout le temps. T'es pas jeté dans l'eau en pleine mais non, parce que tu peux avoir des angoisses aussi. Enfin, je veux dire, il y a des gens quand même J'ai eu une angoisse une fois notamment parce qu'il y avait peu de visibilité. Je me suis sentie oppressée, je suis remontée. Donc voilà, je me suis pas sentie forcément très bien durant le voyage en Corse, durant une plongée. Et après, je me suis dit, allez, il faut que je réessaye. Et j'ai repris confiance. Et les encadrants de l'association, ce sont aussi des personnes extrêmement bienveillantes qui sont passionnées, donc qui ont envie vraiment de partager cette passion. Et donc, sais que moi, je ressens l'angoisse là maintenant, parce que je pourrais ressentir de l'angoisse là en dessous. D'accord. Et donc, je te pose une question. Est-ce qu'il faut un certain lâcher prise? Alors, moi, je suis quelqu'un je suis pas du tout dans le lâcher prise. Oh, mais donc, je te demande par rapport à cette plongée, tu vois, moi, je le ressens là maintenant vraiment dans mon corps, tu vois, d'être vraiment dans ce fond marin, d'avoir de l'angoisse qui monte, un peu de claustrophobie. Donc, oui, justement, qu'est-ce qu'il faut... Je pense que moi, ça m'a fait du bien parce que j'apprends justement à lâcher prise par cette activité. Voilà. Et où en même temps, ça me fait rêver, ça me fait vraiment du bien. Parce que en plus, la sensation après plongée de plénitude, c'est un peu comme quand tu sors de piscine ou après une journée de ski très intense. Et là, de manière décuplée. Donc, tu as un total bien-être. T'es pas fatigué, t'es ressourcé. Je me sentais régénérée. Donc, j'ai senti que ça m'apportait beaucoup, que ça me faisait du bien. Et où en plus, cette association... ça a été de super belles rencontres. Et ça l'est toujours. Oui. Donc, ça fait partie d'un tout. C'est pas juste faire cette activité. C'est tu te retrouves après la plongée, tu échanges. Toi, qu'est-ce que tu as vu? Toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Et vous parlez de vos cancers ou pas spécialement, en fait? Mais tu sais quand même qu'il y en a beaucoup qui ont le cancer.
Oui et non. Il n'y a pas le topo, fiche d'identité. C'est ce que j'entendais aussi, que je disais à Sébastien, mais est-ce que vous partagez que vous avez le cancer? Non, les gens ne le disent pas spécialement, mais pourtant, il y a plein de gens qui ont le cancer. Enfin, tu le vois qui l'ont eu. Ou qui l'ont eu, oui, c'est ça. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont eu. Moi, c'est vrai que comme j'ai fait le baptême, j'avais pas de cheveux. Bon, voilà. Ça, c'est évident. C'était assez évident. Mais c'est pas une association où tu vas échanger autour de la maladie. C'est une association pour partager et pour découvrir le monde sous-marin, pour expérimenter ensemble cette activité sportive. Après, dans un coin de ta tête, tu sauras que si tu as une petite question ou un doute, tu pourras t'orienter au sein de l'association vers une personne qui aura pu vivre la même chose que toi, mais c'est pas l'objectif premier. Ouais, c'est bien d'avoir une petite parenthèse justement en dehors du cancer avec des gens qui ont quand même vécu la même chose. Mais Après, je comprends qu'il y ait des associations, qu'il y ait des femmes qui puissent avoir le besoin de se retrouver tout ensemble autour d'une association et en parler. Oui. Mais cette association, c'est pas l'objectif. Ouais. Est-ce que la plongée a fait partie de ta guérison en fait ? Je pense, oui. Après, c'est toujours difficile de doser, de savoir qu'est-ce qui a été vraiment porteur, qu'est-ce que j'aurais dû faire de plus, de moins. Enfin, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça m'a permis d'avoir une nouvelle activité, une découverte et de me dire, grâce à la maladie, j'ai découvert cette activité. Et pour moi, déjà, c'est thérapeutique de me dire, ça m'a apporté quelque chose, la maladie. Et ça, j'avais été très, très marquée parce que je t'avais dit, je te poserai certainement la question de ce qui a été le plus dur et tu m'as tout de suite répondu, oui, mais il faudrait aussi que tu me demandes ce qui a été le plus extraordinaire aussi. Parce que je le vois vraiment comme, il y aura un avant et un après. Et c'est pas dans l'objectif de minimiser la maladie. Et je pense qu'aujourd'hui, cette maladie, elle est de plus en plus connue, entendue. Aujourd'hui, quand on parle d'une chimio, de plus en plus, il y a encore beaucoup de croyances, de mythes autour de cette maladie, autour de ces différents itinéraires. Mais moi, l'envie, c'était aussi d'aller plus loin et de me dire, c'est bien de parler de toutes ces étapes, mais c'est aussi important de dire au quotidien, la vie, elle va pas complètement s'arrêter. Et pour moi, quand on m'a donné ce diagnostic, je me suis dit, waouh, outre la peur de la mort, la peur de perdre ses cheveux, de me dire qu'est-ce qui va se passer, et c'était la peur que la vie s'arrête pendant la maladie. Et grâce à la plongée, par exemple, j'ai vu que entre deux étapes, il y avait des choses possibles. Grâce à ton livre, grâce à tout ça. Et je trouve que c'était en fait une très bonne manière de conclure. Et j'avais été très, très, très marquée. Bon, tu vas peut-être encore développer, mais quand tu me dis en fait, le temps ne s'est pas arrêté, on peut vraiment avoir encore une vraie vie pendant la maladie. Je trouve que c'est un message tellement porteur, parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui croient aussi au début de la maladie, ma vie va s'arrêter, quoi. Donc, tout à fait. Est-ce que tu veux encore nous développer un petit peu, développer cette idée-là, parce que je trouve que c'est tellement plein d'espoir pour les personnes qui viennent d'apprendre. Moi, de ce que je vois, même aujourd'hui, des rencontres d'autres routardes qui ont vécu et traversé l'épreuve de la maladie, c'est que chacune en a fait quelque chose. La notion de créativité, de questionnement de soi, de rencontre, le nombre de femmes qui créent une société, qui se découvrent une nouvelle passion, qui, au contraire, se séparent, le nombre de ruptures qu'il peut avoir, et aussi de nouvelles rencontres, de choix. En fait, la notion de choix, d'options, de chemins qui s'ouvrent à soi, et des chemins qu'on n'aurait jamais osé prendre si on n'avait pas vécu la maladie. Magnifique conclusion. Abélia, merci vraiment, vraiment de tout cœur. Alors franchement, je vous conseille tous ce livre. Écoute, on va le laisser traîner un peu partout. Effectivement, je trouve que c'est bien aussi pour l'entourage. Ça permet de comprendre un petit peu toutes les étapes et de manière assez ludique. Donc vraiment, merci de tout cœur pour ce podcast percutant. Je me réjouis de le monter et je me réjouis. Alors je dis toujours, tu auras une page sur mon site. C'est comme si tu avais une chambre dans ma maison. Et donc, il va falloir que tu décores ta page. Et donc, j'espère que tu me donneras des illustrations pour que je puisse décorer ta chambre sur mon site. Et vraiment, merci de tout cœur. Merci à toi. Merci pour le partage.
Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!